Bonjour à tous et à toutes et merci de m'avoir invité pour faire cette présentation. La présentation va durer environ 10 minutes, 10 petites minutes. Donc, a priori, on aura après des questions et une pause. Donc, l'idée est de parler de l'utilisation de la réalité virtuelle chez les patients qui sont en état de Vous pouvez conscience. parler dans les micros, on n'a rien dans l'enregistrement là. Merci. Vous m'entendez? Oui, je vais me rapprocher quand même. Oui, mais du coup, la télécommande ne fonctionne pas. Si. Donc, l'idée d'utiliser la réalité virtuelle chez les patients en état de conscience altérée, c'est de mettre en place un programme de stimulation sensorielle. Donc, on vient d'avoir une présentation exhaustive à ce sujet, mais je voudrais rappeler 4 principes de base. Le premier, c'est de mettre en place ces programmes de stimulation sensorielle le plus précoce possible, c'est-à-dire dès l'hospitalisation du patient dans les services de soins intensifs. Alors qu'en pratique, la priorité de prise en charge est la gestion des comorbidités, la prévention des complications de décubitus et que les moyens de rééducation sont relativement limités. Deuxième grand principe, c'est la mise en place de stimulation unie ou multimodale. Vous savez, dans cette idée de lutter contre la déprivation sensorielle, de stimuler les neurones qui sont lésés, mais de stimuler aussi les îlots de neurones qui sont préservés. Il a été clairement démontré dans la littérature l'intérêt d'utiliser des stimuli qui sont autoréférencés, c'est-à-dire qu'ils ont un sens pour le patient, à haute valeur émotionnelle. Et je vous ai mis les résultats d'une étude de l'équipe de Lorez et al. Qui était sur un seul patient, mais je trouve que l'image est très parlante. Vous voyez les activations cérébrales en fonction de différents stimuli auditifs. Donc sur ces cerveaux en 3 dimensions, vous avez pour un bruit blanc, les pleurs d'un bébé ou le nom du patient. Et vous voyez clairement que l'étendue des activations cérébrales est beaucoup plus importante lorsqu'on est sur un stimuli qui est autoréférencé. Et pareil, l'activation cérébrale est beaucoup plus riche. Dernier principe que je voulais souligner, l'importance d'avoir des interactions avec le patient. On ne va pas reprendre l'étude de Wen et al, mais c'est un peu l'idée. C'est qu'il faut qu'il n'y ait pas uniquement des stimulations du patient, il faut qu'il y ait également des tâches actives qui soient demandées au patient, soit des tâches d'imagination motrice, telles que jouer au tennis, où on a vu qu'il pouvait y avoir des activations de l'AMS, ou des tâches visio-spatiales, telles que imaginez que vous êtes dans votre maison, où on a vu qu'il pouvait y avoir des activations des gyri para-hippocampiques. Mais en pratique, comme je vous le disais, mettre en place ces protocoles de manière précoce, c'est compliqué, parce qu'à moyen constant, on a des moyens de rééducation qui sont insuffisants, et les délais d'admission dans les services de MPR neurologiques sont parfois un petit peu longs. Donc, on a eu l'idée d'utiliser une nouvelle technologie, qui est la réalité virtuelle, pour mettre en place de manière précoce ces programmes de stimulation sensorielle, multimodale, interactive, grâce à un programme personnalisé. La réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? Donc ça fait bien longtemps qu'on a cette notion de réalité virtuelle. Pour refaire un petit peu d'histoire, c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ qu'il y a eu la première description de ce qui pourrait être apparenté à de la réalité virtuelle, avec l'allégorie de la caverne de Platon. Donc l'idée, c'était que les hommes étaient enfermés dans une caverne et qu'ils avaient une perception erronée de la réalité. Et en fait, leur perception, c'était juste des ombres qui étaient projetées sur un mur. Et seuls les hommes qui étaient capables de sortir de la caverne pouvaient avoir accès au monde réel. Donc, vous voyez, c'est un peu une métaphore de la réalité virtuelle. Après, il y a eu, bien des siècles plus tard, au XVIIe siècle, Descartes, avec ses méditations métaphysiques, qui avait eu cette idée aussi de mauvais génie qui jouait avec ses sens et qui lui donnait une perception erronée de la réalité. Mais c'est vraiment à la deuxième partie du XXe siècle que les écrivains de science-fiction et les réalisateurs ont popularisé cette notion de réalité virtuelle. Et donc, la réalité virtuelle, c'est la simulation numérique d'un environnement qui soit réel ou imaginaire, qui soit immersif, donc d'ailleurs qu'on est immergé dans cet environnement grâce à tous les sens, qu'on est coupé du monde extérieur et qu'on peut interagir avec cet environnement. Donc initialement, il y avait une vidéo, mais ce n'est pas très grave qu'elle ne passe pas. Vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif Oculus, qui est commercialisé. Donc on n'est pas dans de la science-fiction, hein. On a vraiment des moyens de technologie de haut niveau qui peuvent être achetés, qui est acheté par n'importe qui. Donc le système Oculus permet de se déplacer dans un environnement imaginaire avec une vision à 3 dimensions, à 360 degrés, et permet d'interagir avec cet environnement grâce à des joysticks. Une des applications en médecine clairement étudiée avec beaucoup de littérature, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle dans l'antalgie.
avec tout le programme SNOWORLD. Le programme SNOWORLD a été développé par l'armée des États-Unis pour la réfection des pansements de militaires brûlés à la guerre d'Irak. Ils ont développé un environnement immersif glacé. Donc le patient était immergé avec tous ses sens pendant la réfection du pansement. Il s'était rendu compte que c'était d'autant plus efficace que le patient était très immergé, c'est-à-dire qu'il faut mieux avoir des lunettes de réalité virtuelle qu'avoir un écran. Il faut avoir des interactions avec cet environnement pour avoir cette sensation d'immersibilité. Donc vous voyez un certain nombre de données de la littérature, comme quoi il faut vraiment qu'il y ait des interactions et que ce soit immersif. Le projet Réveil. Donc le projet Réveil, c'est un projet angevin en collaboration avec l'équipe du professeur Garnier qui travaille au laboratoire spécial média de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Donc, l'objectif, c'est de voir comment on pourrait mettre en place un programme de stimulation sensorielle en utilisant la réalité virtuelle chez les patients qui sont en état de conscience altérée à la phase aiguë dans les suites d'un traumatisme crânien. Quand on a commencé à rédiger le projet, on s'est rendu compte des difficultés techniques de la réalisation du programme de réalité virtuelle, des soucis de programmation de l'équipe du professeur Garnier. Et donc, il faut vraiment, dans un premier temps, se lancer dans une étude de faisabilité. Et puis après, on verra si on se lancera dans une étude d'efficacité. Donc vous voyez, c'est une étude de faisabilité interventionnelle, non contrôlée, prospective, unicentrique. L'objectif premier est d'évaluer la tolérance du patient. Va-t-il garder les yeux ouverts au cours des séances de stimulation sensorielle? Quelles vont être les interactivités qu'il va avoir? Est-ce qu'il va essayer de se déplacer dans l'environnement immersif? Est-ce qu'il va y avoir des phénomènes de mauvaise tolérance végétative aussi? Quelle va être l'acceptabilité de la famille? Parce qu'on ne va pas se limiter à des prises de vue, on ne va pas se limiter à des entretiens pour connaître les goûts et les non-goûts du patient. Il va y avoir également des prises de vue des lieux familiers du patient. Donc il faut vraiment une implication de la famille qui va voir arriver chez eux une équipe de tournage de 5 personnes. Et puis dernièrement, quelle va être la faisabilité technique? Concernant la partie matérielle, donc je vous ai bien dit qu'il fallait être le plus immersif possible. Donc il nous faut des lunettes de réalité virtuelle qui permettent de projeter un environnement du coup réel à 360 degrés et en 3 dimensions, qui permettra aux patients, grâce à ces mouvements oculaires, de se déplacer dans cet environnement. Il faut également un casque qui permet de diffuser des sons binauraux, c'est-à-dire des sons qui vont reproduire cette sensation de 3 dimensions pour pouvoir avoir la perception de l'origine des bruits et les déplacements des bruits. Et on voudrait que ce soit également compatible avec l'utilisation d'un joystick qui permettrait d'avoir des retours vibrotactiles. Il faut aussi que le casque ait un système de eye tracking intégré, comme je vous disais, pour que le patient puisse se déplacer et puis aussi qu'il puisse déclencher des événements s'il regarde certains éléments du monde informatique. Toute la partie la plus compliquée, c'est vraiment la partie logicielle, celle qui sera réalisée par l'équipe du professeur Garnier. Donc on n'est pas uniquement dans un film personnalisé, on est dans un programme de réalité virtuelle. C'est-à-dire que l'idée n'est pas que le patient regarde de manière passive un film qui retrace sa vie et les lieux qui lui sont chers, c'est qu'il y ait une interactivité où on demande au patient de réaliser certaines tâches. Imagine que maintenant tu vas dans la cuisine, viens avec nous, je donne des exemples, mais viens avec nous faire une promenade comme tu avais l'habitude, imagine d'entendre le bruit de la mer qui t'est cher. Donc c'est vraiment du programme qui est personnalisé. L'équipe impliquée, c'est l'équipe habituelle de prise en charge des patients traumatisés crâniens à Angers, qui est en anesthésie-réanimation le docteur Aram Termination, en neurochirurgie le professeur Menet et le docteur Lemay, et moi-même au sein du service de MPR neurologique des Capucins. Ce travail se fait en collaboration avec l'équipe du professeur Garnier, spécialisée dans la réalisation de films de réalité virtuelle, qui se situe aux Arts décoratifs de Paris. Le planning prévisionnel de cette étude, donc la rédaction s'est faite au tout début d'année 2017. Ensuite, on s'est laissé une période de recherche des financements. On a, grâce à l'association En Avant la Vie, qui est une association de bénévoles qui soutient les familles et les patients atteints de tumeurs cérébrales,
eu le financement de 2 casques de réalité virtuelle qui sont compatibles avec nos besoins. Ces casques ont été financés dans le cadre d'une étude parallèle menée par le professeur Menès sur l'évaluation cognitive péropératoire de patients atteints de tumeurs cérébrales. Donc on devrait les recevoir au printemps, mais il nous manque toujours les financements pour l'équipe du professeur Garnier et la réalisation du film personnalisé. Donc on verra en fonction des moyens qu'on arrive à avoir. On peut, avec nos connaissances en tant que médecin, faire un film à 360 degrés au domicile du patient, mais on n'aura pas toute cette dramaturgie ou toute cette connaissance du montage d'un film et toute la programmation des interactions avec le patient que l'équipe du professeur Garnier pourrait nous apporter. L'idée, c'est d'après avoir une période d'inclusion de 2 ans, donc qui s'étendrait jusqu'en 2021, du coup, ce qui fait assez loin, avec un objectif de 4 patients inclus. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet. Est-ce que l'équipe du professeur Dizeran peut venir aussi? Et on va quand même se donner un temps de questions. Je crois que sinon, ça va trop frustrer tout le monde. Y a-t-il des questions dans la salle, le temps que tout le monde s'installe? Moi, j'avais une question sur la partie réalité virtuelle, du coup. Je trouve que c'est un projet qui est très intéressant. Est-ce que, je sais qu'il y avait eu un projet, je crois que c'était en Angleterre, sur un patient qui regardait un film de Hitchcock et qui était mis dans une IRM fonctionnelle et on regardait son activité cérébrale en parallèle et on la comparait avec les sujets sains. Et je trouvais que c'était très prometteur, c'était des simulations écologiques fortes, émotionnellement parlant. Et il y avait des patients qui étaient répondeurs à ça. Est-ce que vous allez aussi enregistrer, essayer de faire des comparatifs comme ça entre les activités, alors peut-être pas dans une IRM fonctionnelle parce que c'est déjà hyper complexe, voilà, mais avec d'autres types de marqueurs en parallèle pour les comparer aux réactions émotionnelles, par exemple, des sujets sains? C'est une très bonne question, merci. Il se trouve, et c'est par hasard, que l'équipe intégrée dans la prise en charge des patients traumatisés crâniens, donc je vous ai décrit le docteur Aram Termination en anesthésie-réanimation, le docteur Lemay en neurochirurgie et moi-même, on est également l'équipe qui ont les compétences pour réaliser de l'IRM fonctionnel. Donc le docteur Termination a ses plages d'IRM fonctionnel, donc on est tout à fait en capacité de faire les acquisitions, le post-traitement, et donc oui, c'est une idée. C'est un objectif, mais il faut d'abord qu'on arrive à avoir le matériel, mettre en place les programmes, et puis oui, il y aura des acquisitions en IRM fonctionnel. Nous avons commencé beaucoup plus simplement la stimulation virtuelle par une salle d'immersion plus des lunettes. Se posaient 2 problèmes d'éthique, éthique et cognitivo-comportementale, c'est les fabulations et les hallucinations induites sur des patients non contrôlables ou tout au moins non interprétables dans leurs réactions émotionnelles et cognitives. Parce que vous avez dû y réfléchir. Oh oui. Nous, on a été soumis à ces problèmes chez certains malades. Voilà. D'autant plus qu'ils sont difficilement interprétables dans la communication et dans leurs émotions. Oui, effectivement, ça fait partie des éléments d'évaluation de la tolérance du patient des films qui lui seront proposés, savoir si on n'est pas trop stimulant non plus, parce que le projet est ambitieux et on a un peu l'idée de vouloir mettre des stimulations multimodales, mais il faudra quand même qu'il y ait des temps de repos. Quelle va être la durée aussi de l'attention du patient? Est-ce qu'on se limite à des programmes, on compte se limiter à des programmes de 10 minutes? Quelle va être la fréquence? Tout ça, c'est des questions qui restent en suspens. En tout cas, le patient ne sera pas laissé seul au cours des séances de réalité virtuelle. Il y aura une surveillance par des professionnels à la fois de rééducation, mais aussi infirmières pour surveiller les constantes. Oui, d'autres questions? Et par rapport à l'épilepsie, gestion de tous ces symptômes-là? Oh oui. Voilà. Alors justement, c'est toutes les questions qu'on a en suspens, donc les stimuli visuels qu'on va pouvoir mettre en place. On sait, pour l'instant, dans nos critères d'inclusion, il y a justement l'épilepsie comme critère d'exclusion. Alors, je ne sais pas si les patients qui... C'est compliqué, hein, du coup... Et le facteur émotionnel aussi?
parce que le facteur émotionnel peut engendrer de l'épilepsie ou des réactions atypiques, puisqu'ils sont justement dans une situation très atypique, ces patients. Bonjour, donc Marianne Gourichon, je suis la maman. J'ai une question concernant les stimulations neurosensorielles. Je suis la maman d'une jeune femme de 26 ans en état poussé-relationnel suite à une anoxie cérébrale. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui fait du bien. Voilà, donc moi, je voulais aborder une question parce que moi j'ai une pratique auprès de ma fille un peu nouvelle qui me semble porter des résultats et qui fait peut-être écho un peu à ce que vous pratiquez. Depuis 2 ans, je me suis formée en sophrologie. En sophrologie, et j'adapte auprès de ma fille des techniques de base qui semblent avoir des résultats. J'ai bien conscience que d'autres facteurs peuvent être en question et que ce n'est pas forcément généralisable. Mais ces pratiques, elles portent sur la conscience, l'attention portée sur la respiration, l'attention portée sur les sensations, tout type de sensations. Et j'ai lu récemment un article de Thomas Similovski, qui est pneumologue, spécialiste en neurophysiologie respiratoire et directeur de recherche à l'INSERM, qui évoquait que lorsque nous portons notre attention sur notre respiration, certaines zones du cortex se synchronisaient sur la respiration alors qu'elle ne l'était pas habituellement, notamment la zone du cortex singulaire antérieur impliquée dans la conscience de soi. Je suis désolée, je ne suis pas scientifique, donc j'espère ne pas faire trop d'erreurs, mais c'est ce que j'ai lu. Et du coup, ma fille, elle progresse de la vie de tous les thérapeutes et soignants qui s'occupent d'elle, grâce à des exercices où elle se centre sur sa respiration. Elle est capable maintenant de gérer des dystonies très importantes qu'elle avait au niveau des membres supérieurs, visage, cou. Il lui suffit de lui demander de se relâcher. Elle prend une grande inspiration. Elle arrive à relâcher les tensions et venir poser ses mains sur son ventre. Donc la sophrologie s'appuie essentiellement sur l'attention portée sur la prise de conscience de. Et ma question, elle est dans ce sens. Est-ce qu'il existe des études ou est-ce que certaines études sont envisagées sur ces approches phénoménologiques, conscience de l'expérience vécue, des sensations, parce qu'il y a la stimulation sensorielle et la prise de conscience de l'expérience vécue, et qui peut être, moi je vais être sophrologue, là je termine ma formation et je souhaite, de par mon parcours de vie, m'orienter vers l'approche auprès de ces patients cérébro-lésés en état de conscience altérée. Je voulais savoir s'il y avait, excusez-moi, ma question est un peu longue, des recherches évoquées dans ce sens. Et puis j'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que par rapport à votre, je ne sais plus comment il s'appelle, le robot Erigo, pardon. Est-ce que c'est essentiellement en phase aiguë que vous l'utilisez ou est-ce que c'est éventuellement envisageable à distance du traumatisme? Merci. Question courte, réponse courte par rapport à l'Erigo, je pense que c'est un appareil qui fonctionne vraiment très bien en milieu aigu, très aigu, au sens intensif déjà, ça fait beaucoup de sens, mais je l'ai vu dans des centres de rééducation où ils l'utilisaient de manière tout à fait systématique, 3 ou 4 jours par semaine pour tous leurs patients et avec des bons résultats aussi. Oui. Mais peut-être pour d'autres raisons, moins pour éviter des syncopes ou bien alors pour d'autres types de patients, mais pour favoriser la circulation peut-être. Alors, je n'ai pas le feedback par rapport à l'éveil. Oui, tout à fait. Il y a peut-être une chose encore dont on n'a pas parlé, mais par rapport au sens, et puis comme ça, l'Erigo, c'est une machine, mais comme la plupart des machines qui fait du bruit, donc malheureusement, cette question de bruit nous sort un peu de quelque chose de très similaire à la marche. Enfin, il y a des progrès encore à faire. Là. Avec le VMO, ce sera mieux. Je vous réponds juste. Je vous fais que confirmer, on utilise aussi, nous, l'hypnose ericksonienne qui fait partie de la sophrologie, notamment dans les phases. Ces patients, notamment, qui sont akinétiques, ils passent tous à des phases d'agitation. Et nous n'avons plus besoin de médicaments à cause de ça. Maintenant, il faut qu'on prouve tout ce que les familles, les thérapeutes et nous, on sent, on doit le prouver. On est dans un milieu universitaire, on doit le prouver.
Et ça va sortir prochainement, notre étude sur la outdoor thérapie, parce que là, on a revu toute la littérature, comment on influence justement ces approches neurosensorielles, et aussi sur le système neurovégétatif, comment on l'influence et comment on s'est démontré. Et il y a de la littérature, et on vient de voir un cas incroyable, on n'avait aucune explication, c'était une patiente qui bougeait pas du tout, interagissait pas, que des dystonies. Après, elle a essayé de se pendre, elle avait une hypoxie dans les noyaux de la base. Elle a fait la fièvre et elle s'est normalisée, elle a interagi. Et heureusement, on était avec Nicolas Schiff aussi, qui a une longue expérience pour ces patients-là, et il a eu l'idée que c'est des autistes, c'est décrit avec la fièvre. La fièvre, c'est aussi la respiration, c'est la fièvre, elle agit sur ces noyaux qui régularisent les systèmes neurovégétatifs. C'était spectaculaire et j'étais piquée la nuit, le jour. J'ai pu voir vraiment, c'était en concomitance de la fièvre. Et puis on a discuté et on a trouvé la littérature. Les autistes avec la fièvre commençaient à interagir, à parler. Et puis ça vient du fait que, c'est pour ça votre approche est semblable, on agit sur le noyau curieux aussi. C'est pour ça que l'adrénaline a aussi une fonction très importante dans ces approches. Et dans cette situation, c'est un surplus de stimulation de ces structures-là qui a fait cette patiente à une disparition quasiment complète des dystonies. Alors, il y a le système neurovégétatif, il y a Hirtz en Allemagne qui est spécialiste là-dedans. Le système neurovégétatif est autonome et est fascinant, et toutes ces approches agissent là-dessus. Merci pour votre réponse. Une dernière question peut-être? Oui, juste un petit... Madame Chinier, votre projet est extrêmement prometteur, très séduisant. C'est un peu dommage que vous éliminiez le bénéfice pour les patients épileptiques, parce que les épilepsies post-traumatiques ne sont jamais photosensibles. Et la photosensibilité, c'est génétique. Vous pouvez la détecter par une simple EEG avec une stimulation lumineuse, et puis faire bénéficier les autres de votre traitement prometteur. Merci de la précision. Merci pour cette précision.